Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont à distance. Merci à vous d'être présents. Donc, on vous présente effectivement les deux numéros que j'ai brandis tout à l'heure. Je vais essayer de les rebrandir pour la caméra. Donc, le premier qui s'appelle Comprendre les cycles planétaires, qui est plutôt sur les enjeux globaux. Et puis le deuxième qui décline en fait tout un ensemble d'actions concrètes. Donc, on va essayer de parler de ces deux numéros. Alors, avec des choix qui sont un peu difficiles pour moi, et qui ai eu le plaisir de réunir tous les auteurs, parce que j'ai compté, il y a 21 auteurs pour le premier numéro et il y en a 37 pour le deuxième. Autant dire que les articles sont très courts, ils font 2 pages en général, ce qui a demandé beaucoup d'efforts de la part des uns et des autres pour arriver à tenir dans la maquette, grâce à Anne, qui a fait un travail remarquable de mise au point et de dialogue avec les auteurs. Donc, c'est plutôt des accroches vers une biblio qui est sans doute plus riche que celle qui est habituellement dans ces numéros et qui vous renvoie sur de la documentation accessible qui permet d'approfondir. Donc, l'idée, c'était de donner à voir tout un ensemble de problématiques avec un pari qui était qu'on parlait strictement de questions internationales. C'est-à-dire on sortait du champ du débat franco-français et on essayait de regarder ce qui se passe au niveau international pour en tirer éventuellement matière à réflexion, matière à progrès, y compris sur nos sujets du quotidien. Mais vous ne trouverez pas de contribution sur les sujets franco-français qui sont de très grande actualité. Deuxième point, c'est qu'on a essayé d'aborder pas mal d'angles, mais on n'a pas pu tout traiter. Euh, il y a des sujets qui auraient mérité à l'évidence d'être dans le numéro et qu'on n'a pas pu aborder. J'en prends un parce que c'est un vrai regret. Euh, J'avais mis en accord avec un collègue qui s'appelle Mamadou Diop, qui est au Sénégal, qui est le conseiller du ministre en charge des questions d'eau. Il est en fait le Sherpa sur les questions de gouvernance, d'hydrodiplomatie, etc. Et actuellement, l'actualité internationale est très importante. Le Sénégal est très impliqué dans ces éléments. Oui, Mamadou Diop, c'est une vieille réminiscence, c'est Mohamed Diatta dont je voulais parler. Donc Mohamed Diatta m'avait promis un article, malheureusement, il n'a pas eu le temps de le faire. Et du coup, voilà, le sujet de l'eau, la guerre, la paix, tout ça n'est pas traité dans ce numéro. Euh, et j'en profite pour faire la pub pour quelque chose qui n'est pas de l'UNIPEF, qui est une initiative de la Société hydrotechnique de France avec d'autres, qui organise un colloque sur l'eau et la paix le 19 mars à l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc, si vous êtes frustré de ce sujet, je vous conseille de vous inscrire au webinaire correspondant. Non, c'est en présentiel. Voilà, donc on a prévu de se concentrer par rapport à l'ensemble des sujets sur 2 sujets successifs. Le premier, c'est euh, les enjeux de l'eau et de l'assainissement euh, à l'échelle internationale, et ensuite d'élargir à la question de la gestion des ressources en eau au sens plus large, avec bien sûr une transition. Vous verrez que les questions de gouvernance, les questions d'inclusion des parties prenantes sont sur la scène internationale extrêmement importantes. Et je voulais juste, avant de rentrer dans le débat, vous dire qu'on a appris, je pense que beaucoup d'entre vous ont pu le lire ou le connaître, le décès de Jean Margat, dont on avait fêté les 100 ans il y a quelques mois, oui, quelques mois, et il est décédé là, très récemment. C'était quelqu'un qui a beaucoup marqué beaucoup d'entre nous par son ouverture d'esprit, par sa compréhension justement des questions que nous allons aborder aujourd'hui. C'était un de mes maîtres, pour le dire tout. C'est un peu à son instigation que j'avais rejoint le BRGM tout à fait dans mon premier poste. Donc pour moi, c'était quelqu'un de tout à fait marquant, je pense beaucoup d'autres.
Et donc, voilà, comme je pense qu'il serait assez heureux de voir les travaux qui sont conduits aujourd'hui, je me permets de lui dédier cette séance aujourd'hui. Voilà. Donc, première séquence, on va aborder tout de suite les enjeux avec Gérard Payen. Alors, Gérard Payen est le vice-président du Partenariat français pour l'eau, qui est la réunion de toutes les parties prenantes françaises qui interviennent à l'international. C'est l'ancien conseiller eau du secrétaire général des Nations Unies, rien que ça, et ancien directeur eau de Suez Lyonnaise à l'époque, hein, ça s'appelait Suez Lyonnaise des eaux. Donc, personnalité éminente sur la scène internationale. Je passerai ensuite la parole à Christophe Lejallet, ah, je vais y arriver décidément, directeur du programme Solidarité Eau, donc, qui est une plateforme d'ONG impliquée dans les questions de développement dans le domaine de l'eau et pilier de PSO depuis de nombreuses années. Et puis ensuite à Claire Mathieu, qui est la directrice data et intelligence artificielle de Suez. Alors, bon, j'avais pas identifié que le sujet de l'intelligence artificielle serait dans l'actualité de la semaine. Je suis désolé, ne voyez pas dans cet intérêt pour l'intelligence artificielle un enjeu de circonstances lié au sommet. Vous verrez que l'intelligence artificielle est effectivement très présente dans beaucoup des évolutions technologiques qui nous intéressent. Et il y a plusieurs articles qui en parlent, et donc Claire nous parlera de ces éléments. Voilà, donc 3 interventions autour des services d'eau et d'assainissement et de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Je commence par Gérard. Donc, faut que j'ai mes papiers. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelle mesure les enjeux de l'eau sont présents dans les objectifs de développement durable? On va énormément on est sur la scène internationale, donc on va beaucoup parler des ODD. Il y a des objectifs qui touchent la question plus particulière de l'accès à l'eau et à l'assainissement, et de ce que tu écris dans de nombreuses... les efforts sont encore insuffisants. Donc, est-ce que tu pourras nous dire où on en est et ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? Gérard, tu as 5 minutes. Alors, les auteurs ont 5 minutes. Si jamais ils dépassent, ils n'auront pas de question de relance, donc c'est rigoureux. Merci Pierre-Alain. Alors, quels sont les objectifs pour l'eau de la communauté internationale? Eh bien, il faut savoir que jusqu'en 2015, il n'y en avait qu'un et il était peu ambitieux. Depuis 2015, il y en a une vingtaine. Donc aujourd'hui, nous avons des objectifs mondiaux pour l'eau. Ils ont été adoptés à l'occasion des objectifs de développement durable. Alors, vous en avez sans doute entendu parler, mais pas forcément bien. Il faut que vous sachiez que le programme des objectifs mondiaux de développement durable, c'est un trésor de l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire, avec un grand H, que tous les représentants de tous les peuples du monde se sont mis d'accord sur la nature, l'identité des grands défis de l'humanité et sur les actions à mener pour les affronter. Alors je dis ça avec un peu de grandiloquence parce qu'on les connaît très peu en France, mais je vous assure qu'ils sont bien plus connus à l'international. Alors, dans ces objectifs, il y a 20 objectifs précis, ambitieux, concrets, liés à l'eau. Ce sont ceux qui sont figurés avec des petites flèches bleues sur ce diagramme qui représente l'ensemble du programme. Vous voyez que l'eau est partout. Donc oui, nous avons des objectifs pour l'eau, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était en 2015. Est-ce que nous avons fait des progrès pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement, l'eau potable, pardon, l'assainissement, c'était ta question, sachant que dans les 20 objectifs pour l'eau, il y en a 7 sur l'eau potable et l'assainissement. Donc, vous voyez, un tiers de l'ensemble. Alors, si on peut voir l'image d'après, depuis 2015, l'action, je dirais l'addition des actions de tous les pouvoirs publics, de leurs opérateurs, des ONG qui viennent en complément, puis quelques initiatives privées, a donné un résultat absolument fantastique. C'est spectaculaire. Vous pouvez voir qu'en 7 ans,
Le nombre de personnes, alors la colonne de gauche, c'est l'eau potable. Donc le nombre de personnes qui, sur la planète, a accès à l'eau potable a augmenté de 700 millions en 7 ans. Et à droite, vous voyez le nombre de personnes qui ont accès à l'assainissement. Ce nombre a augmenté de 900 millions en 7 ans. Comme on est 8 milliards, ça veut dire grosso modo, il y a 10% de l'humanité aujourd'hui qui a de l'eau potable ou qui a de l'assainissement et qui n'en avait pas il y a 7 ans. Donc vous voyez, on peut dire qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses sur la planète en matière d'eau potable, d'assainissement. Ceci étant, c'est l'addition de tous ceux qui travaillent pour l'eau potable et pour l'assainissement. Et dans les communications, dans les médias, dans les discours politiques, eh ben, chacun raconte ce qu'il fait de bien. Le problème, c'est ce qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on peut voir l'autre image? Vous allez voir exactement les mêmes pavés bleus pour l'eau potable, jaunes pour l'assainissement. Simplement, ils sont insérés dans des diagrammes qui représentent la totalité de la population mondiale, qui est estimée à 8 milliards environ, c'était en 2022, le dernier chiffre qu'on a. Ce que vous voyez, c'est que ce progrès très important et, je dirais, excède à peine la croissance démographique. Dans les mêmes 7 années, le nombre d'habitants de la planète a augmenté de 550 millions. Donc, quand vous faites 700 millions de plus, moins 550, eh ben, en fait, on a réduit le nombre de personnes qui n'ont pas d'eau potable que de 140 millions en 7 ans. Alors, vous me dire, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez en bas, donc, cette partie rouge du graphe, où vous voyez que le nombre de personnes qui n'ont pas d'eau potable aujourd'hui est encore énorme, 2 milliards 200 millions de personnes, hein, c'est plus du quart de l'humanité. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a un écart très important entre l'objectif politique qu'on avait fixé en 2015 et qui est d'arriver à zéro en 2030, c'est la flèche noire, alors que la tendance, la flèche pointillée, vous montre tout à fait autre chose. À ce rythme-là, on y est encore dans un siècle. Pour l'assainissement, on a deux indicateurs. On a les personnes qui aimeraient bien avoir des toilettes décentes. Ben, celles-ci, elles sont 1,5 milliard. Mais il y en a d'autres qui, au-delà d'avoir des toilettes, elles aimeraient bien que leur rejet de pollution soit dépollué avant d'embêter leurs voisins ou l'environnement. Elles sont 3,5 milliards. Dans les deux cas, vous voyez que ces nombres baissent un peu, mais c'est comme pour l'eau potable. Il y a un énorme écart entre la tendance et l'objectif. Et vous avez là la problématique mondiale de l'eau potable et l'assainissement. On a une vision politique très claire. On sait ce qu'on veut. On veut que tout le monde ait de l'eau non contaminée, que tout le monde ait des toilettes décentes et que les rejets soient dépollués. C'est très clair comme objectif. La réalité, c'est que les politiques nationales ne contribuent pas à cet objectif, tout simplement parce qu'elles n'ont pas cet objectif. Et il y a un écart entre la vision politique et la réalité des politiques publiques. Il existe en France. En France, on a attendu jusqu'à 2023, oui, c'est pas très vieux, 2 ans, pour avoir pour la première fois dans notre histoire une loi qui vise à ce que tous les Français aient de l'eau potable. Ça n'existait pas avant. Donc, dans beaucoup d'autres pays, c'est la même chose. En fait, les politiques publiques cherchent à faire plus, mais ne cherchent pas forcément à donner l'accès à tout le monde à l'eau potable et l'assainissement. C'est le grand écart. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème d'eau, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de volonté politique. Et donc, c'est notre problème à tous, parce que la volonté politique, c'est celle sur laquelle nous sommes d'accord tous ensemble. Merci. Alors, avec ses petits bras, le monde associatif, il essaye de faire des choses et il est accompagné, aidé. Il s'appuie beaucoup sur les agences de l'eau, sur les collectivités locales qui font beaucoup de choses, en complément, bien sûr, des grandes institutions internationales qui sont impliquées dans l'aide. Donc là, je m'intéresse plus à la partie basse hein, du diagramme de Gérard, c'est-à-dire les plus démunis. Les ODD ont une espèce de grand principe directeur qui s'appelle ne laisser personne de côté. C'est un très très beau slogan de la communauté internationale. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne laisser personne de côté?
Merci beaucoup, Pierre-Alain. Bon, tout d'abord, en fait, le PSO travaille et accompagne des collectivités autant que les ONG, hein. C'est vraiment avec ce terreau que l'on travaille. Alors, tout d'abord, bah, effectivement, hein, Gérard a bien présenté la situation, le contexte et a montré qu'il y a eu des efforts, mais qu'on est très loin de ce qu'on voudrait atteindre. Alors, il y a des zones, alors effectivement, il y a des populations, effectivement, les plus démunies, pour lesquelles il reste de très grands défis à relever. Mais il y a aussi des régions dans le monde, et en particulier l'Afrique subsaharienne, où là, les chiffres, malheureusement, sont encore plus graves, hein, et même la tendance, dans certains cas, se dégrade. Donc, il y a vraiment des défis très importants à relever. Et face à ces défis, bah, Gérard l'a rappelé aussi, hein, pour améliorer la situation, eh bien, on a une nécessité de voir les pays exprimer une réelle volonté politique, hein, qui doit se traduire effectivement par des politiques, par des stratégies nationales, par aussi bah, des financements donc, qui sont mis en place au sein même des pays, que ça se décline aussi au niveau de leur collectivité dans leur pays. Donc je dirais que c'est ça le point de départ. Sur cette base-là, effectivement, les partenaires au développement ben, peuvent venir accompagner cet engagement donc, qui est engagé par les pays eux-mêmes. Alors, parmi les acteurs, hein, bien sûr, il y a les grands acteurs hein, multilatéraux, les acteurs bilatéraux. Hein, on pense à l'AFD, bien sûr. Mais à leur côté, bah, effectivement, les ONG et les collectivités territoriales ont aussi leur rôle à jouer, donc en complément de ces actions. Alors, en France, effectivement, on est caractérisé, c'est un pays qui est caractérisé par justement cette profusion, ce grand nombre d'ONG, de collectivités qui s'impliquent en solidarité internationale dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Hein, c'est assez unique dans le monde d'avoir autant d'acteurs qui se mobilisent. Alors, ces acteurs aussi, leur particularité, justement, pour répondre à ta question, bah, justement, s'intéressent très fortement bah, justement aux zones rurales, aux petits centres qui sont souvent bah, peut-être moins, c'est des défis à relever qui sont moins appropriés pour les outils des grandes agences bi- et multilatérales. Et effectivement, c'est beaucoup à cette échelle-là qu'interviennent ces acteurs. Et notamment pour les collectivités, c'est aussi des échelles où ils nouent directement, donc une collectivité, des élus, nouent directement des liens de partenariat. Hein. Une collectivité française avec une collectivité du Sud. Alors, je dis qu'elles interviennent principalement en milieu rural et dans les petites villes, mais il n'empêche que dans les villes secondaires, elles peuvent aussi intervenir, ainsi que dans les périphéries urbaines. Alors, toujours avec cette attention forte justement à l'implication de toutes les parties prenantes hein, dans les actions conduites, une action toute particulière pour les usagers qui soient effectivement bien impliqués dans ces processus. Alors, en France aussi, on a une particularité. On a un outil législatif original. C'est la loi Oudin-Santini, ou le 1% eau et assainissement. Donc, on fêtait les 20 ans dimanche. Hein, c'était le 9 février 2005 que cette loi a été adoptée. Hein. On salue aussi bah, la mémoire de Jacques Oudin, qui nous a quittés en 2020 et qui a été effectivement, qui a poussé cette idée. Une idée assez simple, c'est comment on développe une solidarité entre des citoyens usagers en France et des citoyens usagers au Sud. Et le principe, c'est qu'on puisse affecter 1% du budget eau et assainissement d'une collectivité pour de la solidarité internationale. Alors sur cette base, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, une collectivité directement peut engager une coopération décentralisée sur l'eau et l'assainissement, donc avec une collectivité locale partenaire au Sud. Hein. Alors, il y en a un très très grand nombre. Hein. Je pourrais juste en citer quelques exemples. Hein. La métropole de Lyon, qui a une coopération avec la région de la Haute-Matsiatra, alors je prononce très mal le malgache, hein, donc à Madagascar, qui a un grand programme sur les questions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais aussi la gestion de la ressource en eau. Je pourrais citer aussi la ville d'Orléans avec Parakou au Bénin. Je pourrais citer la collectivité Eau du bassin rennais avec Beitounia en Palestine. Donc on voit une diversité d'acteurs qui s'impliquent. Une particularité de ces démarches, c'est qu'elles s'inscrivent vraiment dans la durée. Certaines ont plus de 40 ans. Donc effectivement, ce n'est pas juste le temps d'un projet, c'est vraiment un accompagnement dans le temps. Et un autre élément intéressant, c'est qu'il y a aussi une implication non seulement d'élus qui échangent entre eux, mais des services techniques, des collectivités elles-mêmes qui s'impliquent dans ces démarches. Alors ces collectivités peuvent se dire aussi, moi j'ai une ville partenaire, mais tout seul conduire une action de coopération, ce n'est pas vraiment mon métier.
Donc, ils peuvent s'appuyer sur des ONG. Donc, il y a un certain nombre de coopérations, hein. Je pourrais en citer une que le président du PFE connaît bien, parce que sa communauté de communes est impliquée, hein. Donc, la communauté de communes Piège-Lauragais-Malpère, ainsi qu'une autre communauté de communes, donc toujours dans le bassin d'Our-Garonne, du Val de l'Air, qui ont une coopération avec une entente intercommunale au Sénégal, hein. Il s'agit donc des communes de Foundiougne, Soum et Mbam, et qui se font appuyer d'une ONG, également du bassin d'Our-Garonne, qui est l'ACAD, et pour les accompagner dans la mise en œuvre de cette action. Enfin aussi, un grand nombre de collectivités se sont dit, ben, on a ces ressources qui sont mobilisables, et avec ces ressources, on peut accompagner des projets proposés par des ONG ou d'autres collectivités locales. Et on a vu effectivement se créer des fonds hauts. Alors, même avant la loi Oudin-Santini, ben, M. Santini, dès 2005, avait engagé ce processus. Donc, depuis 40 ans, le CEDIF pratique ce soutien, donc de mettre en place un fonds haut pour soutenir ces initiatives, hein. C'est quand même 2,3 millions d'euros par an. La ville de la métropole de Lyon s'est également engagée à hauteur de 800 000 euros par an, hein, depuis près d'une vingtaine d'années. Voilà, alors je vois que le temps passe. Juste peut-être pour signaler que je pourrais revenir après plus sur les ONG, mais que toutes ces actions sont aussi très fortement soutenues par les agences de l'eau qui, effectivement, chaque année mobilisent plus de 16 millions d'euros. Oui, pour la petite histoire, effectivement, on avait commencé à apporter des aides à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et en fait, le gouvernement nous a dit que c'était illégal de prélever de l'argent parce que ça devait revenir au bassin. Et du coup, Santini était vice-président de l'agence. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, si c'est illégal, il n'y a qu'à changer la loi. Et donc, on a rédigé le texte de loi qui a été voté à l'unanimité, hein, je vous rappelle. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, Claire Mathieu, on a parlé de questions de volonté politique, on a parlé un petit peu d'argent, mais aussi à travers les grandes agences internationales des questions de financement. Euh, du point de vue des techniques, et peut-être pour les centres urbains plus importants que le milieu rural, où il y a également des besoins énormes, qu'est-ce que nous apportent les nouvelles technologies pour résoudre les problèmes d'eau potable et d'assainissement? Alors, plein de choses. Vous avez beaucoup entendu parler d'IA ces derniers jours. Ben, l'IA dans les solutions digitales que l'on met à disposition des équipes opérationnelles dans le domaine de l'eau et des déchets. D'ailleurs, si tu veux faire Oui. une revue sur les déchets, je pourrais vous expliquer. On a Euh, fait un article sur le lien aux déchets, assainissement et déchets, parce que c'est très important. et oui, et donc l'IA est très présente de plus en plus parce que dans le monde de l'eau, déjà, il faut savoir que c'est un domaine où on a très vite capté des données, parce que sans données, on n'a pas d'IA, vous le savez sûrement. Et donc, on a déployé de plus en plus de capteurs sur nos réseaux d'eau pour écouter les réseaux. On a déployé des machines connectées dans nos usines de traitement d'eau potable ou traitement d'assainissement. Et puis, on a aussi récemment, depuis 2010 à peu près, commencé à déployer des compteurs d'eau connectés qui s'installent chez vous et qui permettent de suivre la consommation d'eau en temps réel, alors qu'avant, on ne l'a relevé que tous les 6 mois et donc on avait très peu d'informations sur les évolutions de consommation réelle. Et tout ça, à quoi ça sert? Ça sert sur énormément de sujets. Le premier, par exemple, que je peux vous donner dans la planification pour les collectivités de la disponibilité de la ressource en eau. En fait, pour savoir si on a assez d'eau pour les prochains mois, les prochaines années ou les 10 ou 20 prochaines années, on va utiliser des modèles de prédiction. Évidemment, on va s'appuyer sur les données de consommation réelle de ce qui se passe sur la commune et puis des données externes sur les disponibilités des ressources. Croiser tout ça avec des données, par exemple les scénarios du GIEC, si on parle
de planification de la ressource dans plusieurs années. Et ces modèles sont basés sur de l'intelligence artificielle et vont nous prédire avec plus ou moins de justesse, puisqu'elles ne prennent pas en charge les imprévus et les crises politiques ou géopolitiques qui pourraient arriver. Mais en tout cas, elles donnent de très bonnes indications sur la disponibilité de la ressource en eau. Donc ça, c'est un premier volet. Un deuxième, ça va être sur les process industriels, en fait. Le traitement de l'eau est très énergivore, vous le savez, et nécessite beaucoup de réactifs chimiques. Et donc, il faut savoir les doser au plus près pour faire des économies. Donc, pour savoir à quel moment on va déclencher une pompe ou dans des réseaux d'assainissement, par exemple, ou combien de réactifs on va mettre, ou à quel moment on va aérer les bouts des eaux usées. Enfin, tout ça sont des techniques très connues qui, avec augmenté d'informations qui sont livrées par l'intelligence artificielle et des modèles, va pouvoir nous permettre d'ajuster au plus près et de consommer le moins possible d'eau. On sait que ce sont des enjeux qui vont aussi être très importants dans les années à venir. Donc, tous les gains qu'on peut faire sont bons à prendre. Euh, donc voilà, ces sujets-là, il y en a des tonnes, des sujets dans le traitement de l'eau. Merci. Peut-être une ou deux questions complémentaires avant qu'on passe aux questions de cette première séquence. Gérard, tu as évoqué les grandes séquences 2015 et puis les bilans qui sont faits au fur et à mesure de l'exécution des ODD. Il y a des grands événements internationaux des Nations Unies en 2026, notamment avec une nouvelle conférence. Il y en a une en 2023. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces événements? Tu disais, il faut de la volonté politique, marchons, allons-y. Mais concrètement, qu'est-ce qui peut se passer en 2026 aux Nations Unies qui aide à résoudre ces questions? Je vous ai dit tout à l'heure que politiquement, il y a une vision claire, il y a 20 objectifs mondiaux qui sont ambitieux. Le problème, c'est qu'après 2015, malgré cette vision politique, les États ont regardé ailleurs. Et depuis 2015, ils ont passé, je crois, 4 heures à discuter ensemble de ce qu'ils avaient fait sur ces objectifs. Ça fait pas beaucoup, 4 heures, hein. Et ce n'était pas à très haut niveau non plus, hein. Alors, pourquoi ça? C'est parce que l'eau aux Nations Unies est fragmentée entre des agences, entre 30 agences qui chacune voit l'eau par un petit bout et qui correspondent dans chaque pays à des ministères différents. Donc, c'est très peu coordonné. Alors, historiquement, il se trouve que finalement, il y a suffisamment de gens qui ont compris que ça ne marchait pas. Et en 2023, donc c'est pas vieux, hein, il y a 2 ans, pour la première fois de ce siècle, tous les gouvernements se sont réunis à New York pour discuter d'eau dans la globalité des problèmes d'eau. Ça a été un progrès fantastique. Bon, il n'y avait pas vraiment d'agenda. Ce qui a été décidé à ce moment-là, c'est que d'une part, tous les pays ont reconnu qu'ils étaient en crise vis-à-vis de l'eau. Donc il y a la compréhension que l'eau est un problème. Donc ça, c'est bien. Et puis la deuxième décision majeure, ils ont dit qu'il fallait qu'ils se retrouvent. Et ils se retrouvent en 2026, en décembre 2026, à nouveau à New York, non pas à New York, à Dubaï. Bon, alors, décembre 2026, c'est la première fois, parce que ce coup-ci c'est dans l'agenda, que les pays vont avoir l'occasion de discuter entre eux de ce qu'ils ont fait par rapport à leurs 20 objectifs, de ce qu'ils n'ont pas fait, des coups d'accélérateur qu'ils pourraient décider. Voilà, c'est ça l'enjeu majeur. Comment est-ce qu'en 2026, se réunissant pour la deuxième fois du siècle, ils vont décider de passer de la vision à l'action? Ayant dit ça, il est évident que les objectifs ne seront pas atteints en 2030. Et donc, il y a un deuxième enjeu, c'est qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête que leurs objectifs, il faut les prolonger après 2030. Parce que si en 2030, on les abandonne, eh ben, on reviendra à la case du 19e siècle, on n'aura plus l'objectif. Merci. Autre question rapide pour Christophe. Tu as parlé donc de l'implication sur l'aide au développement, notamment dans le rural et
les centres secondaires et dans les banlieues, les bidonvilles, etc. Il y a un énorme flux de personnes qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont dans des situations totalement dramatiques. Donc, il y a toute une action internationale humanitaire auprès de ces personnes. Donc, comment est-ce que votre action, qui est plus une action vers le développement, se coordonne avec l'action des humanitaires? Oui, donc sur cette question, effectivement, on retrouve ces ONG, un ONG de développement qui, elle, accompagne l'élaboration, le développement de services d'eau et d'assainissement donc, dans les pays en développement. Et d'un autre côté, des ONG urgentistes qui, elles, sont beaucoup plus, qui interviennent dans des situations de crise, des situations d'urgence. Alors, effectivement, c'est deux mondes qui sont séparés au départ, mais qui se croisent de plus en plus. C'est vraiment une évolution de ces dernières années. On l'a vu, les acteurs du secteur, les ONG du secteur du développement et les ONG de l'urgence se sont mis à travailler ensemble. Donc, ce qui n'est pas simple parce qu'elles n'ont pas la même temporalité d'intervention, les mêmes méthodes d'intervention, la même culture même, mais ils se sont rendus compte qu'il y a des terrains sur lesquels ils ont chacun à apporter. Alors, on l'a en particulier vu au niveau du Sahel, donc une zone, effectivement, on peut penser au Burkina, au Mali, mais je vais prendre l'exemple du Burkina, où effectivement beaucoup d'acteurs d'ONG développement sont présents depuis des années et se sont trouvés dans une situation effectivement de crise sécuritaire dans beaucoup de parties et se sont dit, on n'est pas équipé pour intervenir seul sur ça. Et il y a une expérience très intéressante qui a été portée par deux ONG, donc une ONG de développement, le GRET, une ONG d'urgence Solidarité Internationale, qui ont travaillé avec l'ONEA, donc l'Office national de l'eau et de l'assainissement, donc pour arriver effectivement déjà à maintenir les services dans ces zones en crise, mais aussi pour arriver à les reconstruire. Donc un projet intéressant, soutenu par l'AFD et par USAID, et qui a autour duquel ces deux types d'ONG ont appris à travailler ensemble et ont beaucoup appris justement parce qu'au départ, leurs approches n'étaient pas tout à fait similaires, mais qui ont su effectivement voir leur complémentarité, mieux se comprendre aussi pour maintenant travailler de plus en plus ensemble. Alors, avec un point important, c'est effectivement dans toute leur action, il faut avoir beaucoup de flexibilité dans ces contextes effectivement très changeants et en s'adaptant à tous les besoins locaux. Merci. USAID, malheureusement, pour l'instant, sa capacité d'intervention est un petit peu réduite. L'AFD est aussi un petit peu toisée financièrement, mais enfin, c'est quand même une situation qui ne ressemble pas tout à fait à celle des États-Unis. Est-ce qu'on passe à des questions? On a 10 minutes avant de passer à la deuxième séquence. OK. Donc, peut-être on groupe les deux questions sur l'eau potable et l'assainissement, les objectifs intermédiaires en quelque sorte par rapport aux normes de l'OMS, et puis la question de la révision éventuelle des cibles. Olivier, vous ne savez peut-être pas, mais quand on décompte 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas d'eau potable, c'est avec l'indicateur qu'on a défini en 2015, qui est bien plus sérieux que le précédent, qui aurait donné 500 millions. Mais dans cet indicateur, la potabilité vous ferait peur en tant que Français, puisqu'on n'a pris que 3 critères de potabilité: l'absence d'arsenic, l'absence de fluor, enfin, pas trop d'excès de fluor, et surtout l'absence de coliformes fécaux. Donc en fait, ces 2,2 milliards de personnes, elles ont des coliformes fécaux aujourd'hui. Dire qu'on veut les enlever, je pense que ça fait peur à personne. Je pense que c'est un bon objectif. L'objectif de satisfaire les normes de l'OMS, alors ça donnerait peut-être 3 milliards de personnes, c'est encore autre chose. Mais dans les ODD, non, il n'y a que les coliformes fécaux. Ça serait déjà pas mal. Sur la question de Patrick, est-ce qu'il faut reconduire à l'identique les cibles ODD en 2030? Alors, au Partenariat français pour l'eau, on a commencé à sérieusement réfléchir à cette question. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que vu la situation géopolitique, le trésor que j'ai évoqué tout à l'heure a toutes les chances de disparaître en 2030. Et que dans cette situation où un consensus de tous les pays
sur nos objectifs est quasiment impossible. Ça, il ne faut surtout pas être perfectionniste à dire on va trouver des objectifs meilleurs, plus pointus, etc. Il est beaucoup plus important de prolonger les objectifs actuels sans aucun changement en ouvrant la porte à des objectifs supplémentaires. Mais il ne faut surtout pas en revenir en arrière. Oui, sur l'IA, vous avez raison, hein, les technologies qu'on développe sont vraiment développées à grande échelle en Europe et en Amérique du Nord, mais on voit quand même les tendances changer dans les appels d'offres qu'on reçoit de régions en Afrique ou en Asie, où de plus en plus les collectivités qui commencent à renouveler leurs infrastructures, et puisque c'est nécessaire, demandent à être équipées de ces nouvelles technologies. Donc évidemment, le gap est très important, mais n'empêche que ça commence à arriver et ça sera nécessaire de toute façon pour détecter les infrastructures qui nécessitent des changements plus rapides, pour comprendre les évolutions de consommation. Donc ça évolue dans les mentalités. Il y a une dernière question en ligne qui vient de Étienne de Vaumas, qui est de Aegis, et qui nous dit qu'en fait, et alors je lis, hein, il y a une montée de compétences des pays en développement dans le domaine de l'eau. Est-ce qu'il est encore pertinent d'embaucher des entreprises françaises ou internationales pour le dimensionnement et la construction de ces réseaux dans ces pays? Un financement de projet est-il suffisant? Et surtout, sur quelle thématique technique il est nécessaire de continuer le transfert de connaissances? C'est pour vous, ça? C'est pour moi. Je crois, je crois. Puis je rajouterai peut-être un petit mot en secours. Eh bien, en fait, oui, en fait, cette expertise qu'on a en Europe sur ces nouvelles technologies, par exemple, et certaines technologies, elle est duplicable et c'est important qu'on passe la main et qu'on forme les exploitants sur place à ces nouveaux usages. Donc, moi, je pense que oui, ça a toujours du sens. Oui, il y a un besoin de formation à tout niveau sur l'ensemble des systèmes existants. Faut voir que cette question, il y a plein d'acteurs internationaux de l'ingénierie et des technologies qui ne se la posent absolument pas. Parmi les grands acteurs, les Coréens, K-Water pour les services d'eau potable, mais aussi les autres, développent et font de la promotion de technologies très pointues, y compris d'intelligence artificielle, où ils sont très en avance sur beaucoup d'autres acteurs, y compris dans des acteurs ou dans des territoires où il y a un îlot de technologies à l'intérieur d'autres pratiques qui sont beaucoup moins technologiques. Et le fait qu'une usine soit conduite de façon très technologique et très pertinente peut être pertinent, y compris dans d'autres territoires, si réellement ça apporte la résolution d'une situation extrêmement difficile. Donc, il y a un continuum, il a parfaitement raison. L'enjeu du renforcement des capacités locales, on en reparlera un peu dans la deuxième séquence, je pense, mais l'enjeu du renforcement des capacités locales est très important. C'est vrai aussi que dans beaucoup de pays émergents, les compétences sont énormes, hein. Les compétences en Inde, en Chine, en Corée, comme je le disais, au Japon, au Brésil, sont énormes. Enfin, on n'a rien à apprendre aux Turcs en matière de génie civil, on n'a rien à apprendre à plein de gens sur plein de sujets. Il n'empêche que tous ces acteurs-là sont présents dans un marché international qui se développe euh, de façon très, 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 très large pour répondre aux besoins. Donc, il n'y a pas de raison a priori que les Français se mettent en retrait de principe du fait de continuer à innover pour leurs propres besoins, mais aussi pour les marchés qu'ils servent. Enfin, moi, ça me semblerait tout à fait ridicule. Et aller alors à l'encontre totale de tous les mouvements qui sont envisagés. On parlait d'intelligence artificielle. Là, j'ai fait un article dans la revue sur la difficulté très forte de l'optimisation des barrages réservoirs. En fait, en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle
pour la gestion des barrages réservoirs, la meilleure référence que j'ai trouvée, elle est coréenne. Elle n'est pas française, je suis désolé, même si EDF a fait beaucoup de choses sur le sujet. Donc il y a réellement, enfin, il y a une dynamique internationale qui est très très forte et qu'on va retrouver enfin, en Inde. Alors on parle de l'Inde actuellement. Vas-y. Non. Je veux simplement dire, il y a une personne qui n'a pas eu de réponse. Alors, je réponds très rapidement. Une question sur la réutilisation des eaux usées. Oui, je vais simplement dire, dans mon article, vous verrez ce qu'on sait sur, sur le traitement des eaux usées dans le monde. Vous verrez que c'est encore balbutiant ce qu'on connaît. Puis ce que je voulais surtout vous dire, c'est que la réutilisation des eaux usées traitées, ça fait partie des ODD. C'est un des objectifs qui est d'augmenter significativement, il n'y a pas de chiffre, mais augmenter significativement la réutilisation des eaux usées traitées dans le monde. La France essaye aujourd'hui. La réutilisation des eaux usées, ça nécessite énormément d'énergie, en fait, et ça a un coût très important. Donc, en France, il faut étudier. On peut pas, on va. Bon, ok. Voilà, la difficulté, c'est que chaque sujet ponctuel mériterait un débat lui-même. Et la Réhut est effectivement un débat qui touche y compris des questions culturelles, des questions. Je rappelle qu'il a fallu une fatwa pour accepter l'idée qu'on pouvait utiliser dans les milieux de culture musulmane. Il a fallu désacraliser l'eau en quelque sorte pour dire que finalement, si elle était traitée, elle n'était pas impure. Dans l'esprit d'un certain nombre de Français, elle reste impure. Et on n'a pas l'outil de la fatwa pour les convaincre. Donc, on a plein de sujets sur la Réhut. Alors, Christophe, un dernier mot. Après, vous giclez tous les trois. Il y en a trois autres qui viennent et on passe à la suite. Oui, donc pour revenir sur un point aussi sur la question des ODD d'Olivier par rapport aussi en complément de ce qu'a dit Gérard, un point aussi à bien prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas une définition hyper stricte de ce qu'on met derrière chaque chose. Typiquement pour l'assainissement, ce qu'on va appeler un assainissement, alors le terme employé c'est gérer en toute sécurité. Ce qui est acceptable comme assainissement géré en toute sécurité n'est pas la même chose au Sénégal que ce qu'il y a en France. Donc ça c'est aussi un élément à considérer. Concernant l'urgence, juste pour te dire qu'effectivement, ce lien, le groupe URD, depuis longtemps, travaille sur ces réflexions. Et justement, il y a aussi tout ce travail auprès des urgentistes qu'ils pensent à l'après-urgence et comment on va vers le développement. C'est que ça reste un thème de toute façon tout à fait d'actualité où on recroise ces deux niveaux. Et enfin, juste sur cette question des réutilisations des eaux usées, c'est effectivement quelque chose qui est très attendu dans beaucoup de contextes. On travaille en Afrique subsaharienne notamment. Il y a face à une pression sur la ressource qui est quand même accrue actuellement. Et alors, c'est aussi de prendre en compte les pratiques qui actuellement. C'est avant qu'on fasse quelque chose, il y a des pratiques de réutilisation des eaux usées brutes, non traitées. Donc, avec tous les problèmes que ça pose en termes de barrières sanitaires où on la pose. Mais ces pratiques existent et donc, c'est trouver ce lien, comment on améliore ces pratiques, mais effectivement, elles sont tout à fait essentielles. Les fraises mexicaines, par exemple. Donc, merci à vous. Je crois qu'on peut les applaudir. Et, on passe à la deuxième table ronde. Donc, Oriana, Eric et Daniel, si vous voulez bien me rejoindre. Donc, on va... Allez, hop. On a un calendrier très, très tendu. Donc, Oriana Romano, Éric Tardieu et Daniel Zimmer, on va progressivement donc élargir le scope. Oriana, donc vous êtes, alors il faut pas que je me trompe, chef de l'unité gouvernance de l'eau, économie bleue, économie circulaire à l'OCDE. Alors on se connaît bien parce que vous êtes donc la cheville ouvrière de la Water Governance Initiative dont on va parler. Éric Tardieu, donc je peux continuer les présentations, donc directeur général de l'Office international de l'eau, vice-président du Conseil mondial de l'eau et secrétaire général du RIOB, entre autres, et donc expert international reconnu. Et Daniel Zimmer, qui a été le directeur général du Conseil mondial de l'eau, qui aujourd'hui travaille sur les questions de climat, mais qui finalement se fait
rattrapé par les questions de l'eau. On est venu le rechercher. Il s'est réinvesti sur ces questions. Donc, il a publié récemment un très beau livre sur ces questions. Donc, Oriana, on va passer finalement un peu des enjeux des services publics d'eau et d'assainissement aux enjeux de la gestion des ressources en eau, qui ont en commun la nécessité, ça a été dit par Christophe, de trouver des gouvernances qui impliquent les parties prenantes et tous les acteurs. Donc en fait, l'OCDE, dans cette initiative, traite de façon majeure la question du rôle de la gouvernance dans l'amélioration des pratiques et des outils de la gouvernance. Donc, est-ce que tu peux nous décrire cette initiative et les démarches correspondantes? Et est-ce que finalement, on a des preuves tangibles que des bonnes pratiques apportent réellement? Parce que intellectuellement, ça paraît tout à fait satisfaisant, on va être tout à fait vertueux, transparent, tout bien comme il faut, mais est-ce que ça produit des résultats? Merci, merci beaucoup pour l'invitation, Pierre-Alain. Alors, déjà, la question est difficile quand même. Mais juste, beaucoup parmi vous faites déjà partie de la Water Governance Initiative, alors que je ne vais pas expliquer tout ce qu'on fait dans l'initiative, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a peut-être 3 observations qui font un peu partie des lignes guides aussi de cette initiative. La première chose, c'est que les crises de l'eau que vous avez évoquées avant, ils sont pour nous et bien évidemment pour beaucoup des pays des crises de gouvernance parce que on a bien évidemment constaté que, par exemple, il y a les responsabilités liées à l'eau, ils sont distribuées à différents niveaux de gouvernement et aussi parmi différents ministères. Mais le problème, c'est pas que la fragmentation des responsabilités, c'est surtout leur manque de coordination, par exemple. Après, les problèmes de gouvernance peuvent être liés aux données ou même à la manque de transparence dans beaucoup des pays et dans beaucoup des situations de politique liées aux services, mais aussi à la gestion des ressources hydriques. Le deuxième point, c'est que l'eau est à la fois un défi local, mais aussi un défi mondial. Et alors que dans les pays de l'OCDE avec lesquels on a travaillé, c'est vraiment important de souligner que même s'ils ont des pays où l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est beaucoup plus diffusé que dans des autres pays du monde, il ne faut pas prendre pour acquis le défi de la sécurité de l'eau. Et là, ça peut manifester dans plusieurs façons et aussi, par exemple, en termes des conséquences du changement climatique sur l'eau. En fait, 90% des impacts du changement climatique se manifestent dans des phénomènes liés à l'eau. Et on a vu, par exemple, en Espagne, ce qui s'est passé très récemment. Et le troisième point, c'est que la gestion de l'eau est transversale, multi-échelle, multi-acteurs. Et c'est pour ça que c'est hyper complexe. Alors, dans la Water Governance Initiative, on a travaillé avec plusieurs parties prenantes du secteur public, privé, des associations de l'université, l'académie, pour développer des principes que pouvaient aider la prise des décisions et la mise en place, l'implémentation à différents niveaux des gouvernements dans les pays de l'OCDE, mais aussi ailleurs. Et on a développé 12 principes. Ces principes ils sont pas liés à des fonctions de l'eau spécifiques, pas que au service ou à la gestion des ressources hydriques, mais ils ont vraiment des lignes guides pour appuyer la prise des décisions. Et
tu m'as demandé des exemples. Et par exemple, nous, on utilisé les principes pour guider, par exemple, le Pérou à améliorer la réglementation du service de l'eau dans les zones urbaines et rurales. Les Brésil pour lancer une stratégie qui est liée l'eau au changement climatique, aussi à la résilience des infrastructures, surtout quand s'agit par exemple des transferts de l'eau du sud au nord du pays qui identifie aussi, détermine aussi des conflits d'usage. Ou par exemple, on a utilisé les principes en Jordanie et en Tunisie pour évaluer la participation du secteur privé ou des investisseurs privés dans la gestion des infrastructures. Ça fonctionne, la gouvernance. Moi, je dirais que oui, parce que par tout cet exemple-là qu'on a conduit dans les pays de l'OCDE, mais aussi ailleurs, on a vu que effectivement la bonne gouvernance peut changer la qualité des risques liés à l'eau. Par exemple, nous, on l'appelle les risques de beaucoup d'eau, par exemple des inondations ou sécheresse ou aussi des pollutions. Alors quand il y a, par exemple, les monitorages des données ou quand il y a des institutions qui peuvent contrôler aussi et réglementer, bien sûr que la situation des risques liés à l'eau s'améliore dans le sens que ces risques-là vont être réduits. Aujourd'hui, ces principes-là ont été créés dans 2015, alors qu'il y a déjà 10 ans, et on se pose un peu la question de comment le renouveler et quelles sont un peu les étapes futures pour ces principes, aussi pour la gouvernance de l'eau dans le monde. Mais peut-être on va parler de ça après. Oui, merci. Donc, un besoin de régulation. Par les temps qui courent, c'est pas mal d'en reparler parce que réguler les prélèvements et les usages de l'eau, y compris en France, c'est parfois contesté. Et bien entendu, dans un certain nombre de pays, il y a un mouvement très fort de dérégulation qui peut amener à des difficultés de gestion et un accroissement des crises. Donc, on a bien un enjeu qui est très important. Alors, la France a eu une expérience depuis la loi de 64, ça fait 60 ans qu'on a instauré des organismes de bassin, et un petit peu moins des agences de l'eau, qui assurent des solidarités à l'échelle des bassins versants. Une partie des objectifs de développement durable fait écho à ces besoins de gestion intégrée des ressources en eau. Mais est-ce que cette logique et cette tradition maintenant bien établie en France trouvent des vrais échos au plan international? Et est-ce que les démarches de gestion par bassin font l'objet d'un consensus? Est-ce que ça se développe? Est-ce que y compris sur les eaux transfrontalières, bien entendu, puisque beaucoup de bassins sont partagés? Éric. Merci Pierre-Alain, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, cette gestion intégrée des ressources en eau à la française est l'un des produits qui s'exporte bien depuis, pas tout à fait le début des agences de l'eau, mais depuis un certain nombre de décennies en tout cas, autour de différents piliers qui peut-être sont utiles à rappeler au départ. Évidemment, l'approche par bassin hydrographique, ça a l'air évident pour nous Français et Européens, mais ça ne l'est pas totalement, y compris lorsqu'on parle de contexte transfrontalier. Une gouvernance partagée, au sens où on crée des instances qui réunissent l'ensemble des acteurs usagers de l'eau, publics, privés ou représentants des utilisateurs finaux de l'eau. Et c'est particulièrement important d'avoir ces mécanismes de dialogue et de construction collective d'une stratégie, notamment lorsque les pressions augmentent. On a parlé du changement climatique, c'est une pression qui s'accroît, mais l'urbanisation, le développement agricole, le développement économique sont des pressions classiques toujours existantes. C'est également un pilier
de partage de la connaissance. On a un petit peu parlé des données à l'échelle de la ressource en eau, évidemment, l'acquisition de connaissances, la disponibilité de données et les mécanismes de partage de ces données sont absolument essentiels et font partie de cette approche française, de même que le pilier de financement. Hein. C'est l'un des éléments de puissance, toujours contesté, mais toujours à peu près maintenu, des agences de l'eau en France, d'avoir ce dispositif de pollueur-payeur et des redevances qui donnent une capacité financière à agir. Et du coup, il s'agit plus d'une approche, d'une méthode de dialogue, hein, finalement, que d'une approche totalement théorique. Hein. Derrière l'agir à la française, il y a un agir à la française, si vous me permettez ce jeu de mots facile, mais qui, je crois, est un peu une marque de fabrique et une condition de la robustesse et de l'adaptabilité des coopérations françaises dans le domaine et tout ou partie, évidemment il faut s'adapter à chaque contexte, mais tout ou partie de ces principes ont trouvé des échos tout à fait concrets en Chine, au Brésil, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine d'une manière générale. Et si je globalise un petit peu justement, pour faire un léger contrepoint à ce que disait Gérard tout à l'heure, sur le sujet de l'agir, il y a un moment quand même assez dynamisant, assez enthousiasmant qu'on connaît depuis la conférence des Nations Unies en 2023. L'agir à l'échelle internationale, elle a plutôt une trentaine d'années que 60 ans. Hein. C'est les années 90 pour faire très court. Le principal texte international, qui est la Convention sur l'eau des Nations Unies de 92, voit sa courbe d'adhésion progresser. 2 ODD au sein du 6 sont consacrés à ces sujets, sur l'agir et sur la coopération transfrontalière. Au sein des forums mondiaux de l'eau, depuis celui du Sénégal en 2022 à Dakar, nous avons un segment, pour employer le jargon des forums, dédié aux organismes de bassin, qui est partie intégrante des processus politiques. Il y a une reconnaissance donc qui s'est installée et c'est extrêmement intéressant. Alors, en pratique, pour terminer par quelques exemples, je vais en citer 3 peut-être. D'abord, cette idée que les organismes de bassin se connaissent et se reconnaissent suffisamment pour échanger entre pairs. Et le RIOB, le Réseau international des organismes de bassin, a lancé l'année dernière, lors du forum de Bali, un programme mondial de jumelage interbassin. Alors, nord-sud, bien entendu, mais aussi sud-sud, pour faire écho aussi à la discussion de tout à l'heure. Donc, on est en train de lancer de l'appel à manifestation d'intérêt. Les organismes de bassin peuvent choisir leur sujet de coopération, la planification, le dialogue entre acteurs, les systèmes d'information et pouvoir coopérer grâce à un appui technique et financier que le RIOP peut leur apporter grâce à une mobilisation de l'Union européenne. Hein. L'Union européenne est extrêmement sensible à ces sujets de la coopération internationale sur l'eau, de la coopération transfrontalière en particulier. Et donc, il y a une manifestation très concrète, là aussi, de la capacité des organismes de bassin à échanger entre pairs et à, justement, apprendre les uns des autres. Le deuxième exemple que je voulais viser pour aller un peu sur le domaine technologique, c'est la One Water Vision Initiative, en bon français, lancée à Riyad lors d'une One Water Summit, portée par la France et le Kazakhstan. Là, c'est plutôt autour des technologies satellitaires. On ne parle pas d'intelligence artificielle, mais il y a des nouveaux satellites qui sont lancés, des nouvelles constellations qui offrent des possibilités techniques nouvelles, davantage de temps réel, moins de coûts, qui sont extrêmement intéressantes, notamment pour la gestion des ressources en eau à l'échelle des bassins. Le RIOB en fait partie, l'Organisation météorologique mondiale, et d'ailleurs un consortium de recherche international, dont le CNES, qui est coordonné par l'INRAE, donc par un organisme français. Donc la France est aussi très, très présente sur ces sujets. Dernier exemple qui nous est cher à l'Office international de l'eau, c'est le projet Bioplateau. Bioplateau, c'est la création d'un observatoire partagé de l'eau et de la biodiversité sur le plateau des Guyanes. Donc France, Guyane, Brésil, pour le bassin versant partagé de l'Oyapock, et Suriname pour le bassin versant partagé du Maroni. Et là aussi, c'est un projet, vous trouverez pas mal d'informations sur Internet, qui réunit un certain nombre des critères que j'évoquais, des acteurs qui apprennent à se parler,
qui apprennent à partager leurs données, qui apprennent à investir ensemble pour monter, en l'occurrence, une station hydrologique supplémentaire sur le Maroni, et qui envisagent une coopération transfrontalière beaucoup plus institutionnalisée, qui fasse référence aux textes mondiaux. Donc voilà, je pense que c'est cet ensemble-là, à la fois de principes, qui d'ailleurs sont très cohérents avec ceux qu'a évoqué Oriana, et aussi de mise en œuvre très concrète qui est aussi l'une des clés de fabrique de la coopération internationale française dans le domaine de l'eau en général. Merci. Merci beaucoup, Eric. Je passe à Daniel. Alors, on va essayer d'écrire en quelques phrases simples les évolutions des concepts sur le cycle hydrologique. Alors, cycle hydrologique, c'est un truc qui est à peu près clair depuis Aristote. Platon, il comprenait rien, mais en tout cas, Aristote avait à peu près compris les principes. Bernard de Palissy avait fait des efforts pour donner des choses un petit peu plus solides sur ces sujets-là. Donc, je veux dire, il y a quand même une longue tradition conceptuelle autour du cycle de l'eau. Vitruve avait contribué, le père François, bon, voilà. Beaucoup de connaissances et de compréhension accumulées. Et puis, est sortie, il n'y a pas si longtemps que ça, l'idée de recyclage continental qui n'était pas présent dans les enseignements, dans les travaux universitaires il y a quelques années. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un mot et peut-être élargir au-delà du recyclage continental un peu l'évolution des conceptions, eau verte, eau bleue? Merci, merci Pierre-Alain, bonsoir à tous. Oui, en fait, j'ai commencé à réfléchir à ces questions-là en observant que toutes les données sur l'eau s'intéressent essentiellement à l'eau qui coule, à l'eau des nappes, à l'eau qu'on peut pomper. Et je me suis toujours posé la question, mais est-ce qu'il ne faut pas élargir un petit peu notre vision du cycle de l'eau? Et puis, il y a déjà maintenant une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, il y a des premiers travaux qui sont sortis grâce à des outils de modélisation et de suivi de l'eau atmosphérique et de la pluie, un certain nombre de cartes qui montrent comment et combien d'eau provient à un endroit donné de l'océan et combien d'eau provient de l'évaporation sur les continents qui reprécipite ensuite à un autre endroit sur les continents. Donc cette carte, je vais essayer de vous la décrire. Donc elle montre en gros tout un tas de zones proches des océans où la proportion de l'eau qui provient de l'océan est très élevée, 90%. Et puis lorsqu'on regarde en particulier l'Eurasie, on s'aperçoit que lorsqu'on se déplace d'ouest en est, eh bien, la proportion d'eau qui provient d'évaporation du continent à un autre endroit augmente. Donc, on est à presque zéro en France. Lorsqu'on est en Allemagne, on est à peut-être 20-30% de l'eau qui provient d'évaporation de France. Lorsqu'on est en Russie, on va être à 50% d'eau qui provient d'évaporation dans les pays plus à l'ouest. Et puis, quand on est en Chine, on est à 80% d'eau qui provient de l'évaporation et du recyclage progressif de l'eau sur l'ensemble du continent eurasien. Alors, cette carte, elle montre que le recyclage de l'eau au sein des continents est effectivement quelque chose de très important. Et donc, quels sont les paramètres qui expliquent ce recyclage continental? Eh bien, il y en a trois principaux. Donc voilà, on voit l'Eurasie, on voit ici à l'ouest, pardon, c'est relativement vert, et puis plus on va vers la Chine, plus ça devient rouge. Quels sont les paramètres? Premièrement, la direction des vents dominants. Vous voyez que dans le continent, enfin le nord, les zones tempérées en général, les vents dominants sont d'ouest en est, et donc le recyclage se fait essentiellement d'ouest en est. Dans les zones tropicales,
les vents sont orientés d'est en ouest. Et donc le recyclage se fait des parties donc situées à l'est vers les parties situées à l'ouest. C'est particulièrement le cas, là on le voit bien, en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que en Amérique latine, la direction est légèrement différente sous l'influence de l'Amazonie. Alors, ces cartes-là, deuxième paramètre, pardon, les sols et la végétation. S'il n'y avait pas de sol, il n'y aurait pas de stockage d'eau et de possibilité de réévaporation significative. Donc les sols jouent un rôle essentiel dans la recirculation de l'eau, et la végétation, et en particulier les arbres, jouent également un rôle très important parce que les arbres, d'une part, émettent des substances qui génèrent la pluie, et puis d'autre part, les arbres, on le voit dans le cas de l'Amazonie, arrivent à créer des flux convectifs qui modifient la direction locale des vents, et donc, dans le cas de l'Amazonie, arrivent d'une certaine manière à attirer l'eau de l'océan vers l'Amazonie et à la redistribuer vers la partie plus au sud de l'Amérique latine. Donc ça, c'est les trois paramètres essentiels. Donc les directions des vents dominants, les sols, les espèces de tampons sols qui stockent de l'eau, et la végétation. Et un quatrième paramètre est également important, les zones montagneuses. Il existe par exemple en Amazonie et puis dans les Andes, en amont de l'Amazone, donc j'ai dit dans l'Himalaya en Asie et dans les montagnes à l'amont de l'Amazone, des endroits où le recyclage se fait sur place. C'est-à-dire que l'eau, en fait, l'eau de pluie, elle est réalimentée elle-même en grande partie par l'évaporation locale. Donc ça, ce phénomène-là, on commence un petit peu à le comprendre. On voit que finalement, ce phénomène, il joue un rôle dans la redistribution de l'eau sur les continents, dans la régulation également des pluies, puisqu'il y a ce tampon sol qui régule un petit peu les flux atmosphériques d'eau sous forme vapeur. Et puis, c'est également quelque chose qui démultiplie les quantités d'eau. Donc, le rythme, enfin, le cycle de l'eau bleue, de l'eau qui coule, c'est à peu près 40 000 km³ d'eau sur la planète, mais les précipitations sur les continents sont de 117 000 km³. Donc, on voit qu'on a, grâce à ce phénomène-là, une démultiplication des quantités d'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les continents, là où c'est rouge, on a une démultiplication qui est très importante. Là où c'est surtout bleu et vert, on a une démultiplication qui est beaucoup moindre. Alors, pour aller rapidement vers la fin de mon propos, quand on regarde donc le rapport entre ces 117 000 et entre 40 et 44 000 d'eau qui s'écoule dans les rivières et vers les nappes et qui constitue le bouclage du cycle de l'eau tel qu'on l'apprend dans les livres, eh bien, ce rapport, il est à peu près de 2,65 à l'échelle de la planète. Il y a des pays donc, où c'est au-delà, et puis deux pays comme par exemple l'Océanie, où c'est beaucoup plus faible. Ensuite, la différence entre ces 117 000 et ces 40 000, 73 000 à peu près, ou 44 000, donc 73 000 km³ d'eau par an, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'eau verte. En fait, on dit souvent que c'est l'eau des sols, mais en réalité, c'est l'eau des sols qui, au cours d'une année, participe au recyclage continental et donc participe à cette régulation des flux d'eau et d'ailleurs en grande partie d'énergie sur la planète. Et c'est aussi l'eau que notre agriculture utilise et recycle en grande partie. Alors, cette vision un petit peu nouvelle, parce qu'il y a encore beaucoup de travaux qui se font dessus, montre les interdépendances entre bassins versants, par exemple, le recyclage à l'intérieur de certains bassins versants, et donc donne de nouvelles idées sur l'interdépendance entre les pays. Donc la notion d'une certaine façon de bassin versant est en train de s'élargir,
puisqu'on peut regarder les bassins versants qui génèrent de la pluie, les bassins versants qui génèrent de l'évaporation et avoir une autre compréhension de l'interdépendance entre les pays et entre les bassins versants. Oui, donc déjà, on avait les bassins partagés qui sont très nombreux et où c'était compliqué de gérer l'eau, mais en plus, on a un partage d'eau par ces transferts. On a encore une autre couche qui est l'eau virtuelle, qui est la quantité d'eau transférée par les échanges du commerce international, qui, lui, est à des distances qui n'ont rien à voir avec ces cycles naturels. Donc, on a tout un ensemble de couplages mondiaux qui font que ces questions, finalement, créent des solidarités nécessaires si on veut les traiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les traiter sans aborder toutes ces échelles. Et quand Oriana parlait de travail multi-échelle, on pense du local au bassin en général. Et en fait, c'est le bassin et au-delà du bassin l'ensemble des questions. Donc, on voit bien qu'on est en train d'élargir en fait le scope de la notion de gestion. Alors, ça interpelle peut-être un peu sur la notion de bien commun et de gestion en bien commun, qui est quelque chose dont on parle beaucoup en France. C'est un concept, je crois, qui s'est assez largement développé sur plein de sujets, hein, la gestion des communs. On parle aussi de solutions fondées sur la nature comme des outillages qui permettent de prendre en compte les cycles naturels de façon plus adaptée, etc. Donc, tous ces éléments, est-ce que il y a vraiment un mouvement international pour les prendre en compte, ou est-ce que ça reste soit dans la sphère purement académique, soit est-ce que ça reste entre des idées de quelques pays isolés par rapport au reste de la planète? Qui peut-être à la question se pose à tous les trois, peut-être à Gérard aussi, qui est resté. Quelques mots autour de ça, oui. Et puis ça amène peut-être la question de finalement les principes de gouvernance. Est-ce que ça va évoluer ou est-ce que... voilà. Bah, déjà, toute cette question génère des réflexions hyper importantes sur les politiques de l'eau, mais en fait sur les politiques publiques en général. Parce que la question, c'est pas de voir l'eau comme un secteur, mais c'est de le voir de façon très transversale. Et en fait, les cycles de l'eau bleue au verte, ça génère des réflexions sur l'approche beaucoup plus systémique. En fait, aujourd'hui, ça peut être hyper clair d'un point de vue académique, mais c'est pas du tout clair d'un point de vue des politiques publiques. Alors que dans le programme de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, nous, on va beaucoup plus travailler sur cette partie beaucoup plus systémique, par exemple, qui prend en compte tous les enjeux écologiques, par exemple, de la sobriété de l'eau, mais par exemple, liés aussi à les inégalités d'accès à l'eau pour les citoyens ou pour les conflits de l'eau. Après, on peut travailler sur les changements climatiques, mais aussi le lien avec la neutralité carbone. On peut travailler sur les enjeux économiques de l'eau, par exemple l'économie bleue et l'économie circulaire, qu'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout. Par exemple, liées à les politiques de l'eau douce, en fait. Et il y a les besoins beaucoup plus urgents aujourd'hui de parler de cette transversalité et cette approche systémique aussi pour la définition des investissements et des participations des parties prenantes. Oui, moi, il me semble qu'on peut dire qu'il y a un mouvement, effectivement, pas seulement dans les pays développés, mais plus large, de compréhension de cette nécessité d'intégrer les enjeux de ressources en eau et de préservation des écosystèmes, de cohérence des politiques publiques qui sont derrière tout ça, et de recherche de solutions, de mise en œuvre concrète. Donc, les fameuses solutions fondées sur la nature, dont la définition au-delà de l'UICN
varie selon les pays, mais au-delà de l'Europe qui met fortement en avant ce sujet-là, c'est aussi une approche qu'un pays comme la Chine, un pays comme le Brésil, ou même le continent africain, si on parle du massif du Fouta Djallon, par exemple, qui est le château d'eau d'un certain nombre des grands fleuves de l'Ouest africain. Voilà, sont des notions qui sont incluses dans les projets et mises en œuvre très concrètement avec souvent des acteurs locaux de niveau agricole, par exemple. Donc, sans détailler plus, je pense que oui, il y a une réalité de la compréhension et de la mise en œuvre de plus en plus pratique de ces solutions. Oui, moi je voudrais juste souligner le fait que ce qui est notre bien commun à tous, c'est l'eau, mais c'est sans doute ce cycle de l'eau mondial qui contribue à la stabilité de la planète, mais qui joue un rôle colossal dont on a, je pense, pas encore pris la mesure dans toutes les questions de changement climatique, parce que c'est vraiment à la fois de l'eau et de l'énergie qui sont recirculées au niveau de la planète, et que si aujourd'hui on n'avait pas la végétation, les sols et tous ces mécanismes de recyclage continental, eh bien, en fait, la planète ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne aujourd'hui. Et donc, ça, c'est d'ailleurs ce que propose la Commission mondiale sur l'économie de l'eau, de considérer que ce fonctionnement global du cycle de l'eau, c'est en fait ça qui constitue le bien commun qui maintient en fait l'humanité dans une situation confortable sur cette planète. De confort assez variable selon les publics. Gérard, tu souhaitais, je t'avais sollicité et puis finalement. Si tu me donnes la parole, je voudrais soutenir ce que disait Daniel en allant peut-être un tout petit peu plus loin de ce qu'il a dit. Je pense qu'il faut reconnaître que vis-à-vis de l'eau, il y a un biais anthropique, à savoir que l'eau dont on parle, nous, c'est l'eau qu'on voit. Mais le cycle de l'eau, ce n'est pas du tout celui qu'on a appris à l'école. À l'école, on a appris que l'eau, c'était la pluie qui tombait et qu'ensuite on voyait couler. Mais ça ne marche pas comme ça. Le cycle de l'eau, c'est la pluie qui ensuite s'évapore. Et une petite partie ne s'évapore pas et coule. En France, les 2/3 des pluies s'évaporent. On n'apprend pas ça à l'école encore. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Ok, alors on prend un jeu de questions, on va toutes les prendre et puis après on fera une... voilà, oula. Anne, il va falloir courir. Pardon, bonsoir. Une question sur les phénomènes Niño-Niña sur le cycle de l'eau. Moi, j'ai pu observer, notamment en Nouvelle-Calédonie, qu'il y avait une énorme différence en fait dans les années Niño, qui sont des grosses années de sécheresse et d'incendie, et les années Niña, qui sont des années d'inondation. Et donc, ce phénomène-là interroge sur comment la nature régulait sur une échelle de 4 ans cette quantité d'eau Donc et les comment grandes nous, oscillations plus on réelles. arrive à réguler ou à compenser en tout cas pour éviter de se retrouver dans les extrêmes tous les 4 ans en fait. Ok, alors il y avait 2 questions devant. Anne, je te fais courir. Madame? Non, voilà. Merci. Martine Lebec pour H2O Magazine. Doit-on s'inquiéter de l'engouement qui se fait progressivement pour la géo-ingénierie climatique dans ces cas-là? Très bonne question. Vous? Oui. Oui, merci. Laurent Guérin du groupe CETEC. Déjà, je remercie l'ensemble des intervenants pour ces exposés extrêmement riches. Puisqu'on est resté là à l'instant sur l'eau comme bien commun, je voudrais aussi faire le parallèle avec le climat. Toutes les initiatives qui ont été décrites, les progrès, même modestes, mais l'ambition qui est mise sur l'amélioration de la situation à l'échelle mondiale, c'est finalement les conséquences d'un monde qui était malgré tout, avec des chaos, en progrès multilatéral depuis une 50aine d'années, on va dire, pour faire très, très, très simple et très, très schématique. Comment aujourd'hui on arrive à se projeter dans un monde qui est plutôt, je dirais, en difficulté de ce point de vue-là, et je ne veux pas stigmatiser tel ou tel pays, mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui plutôt une tendance au repli sur soi et à une remise en cause du multilatéralisme et de l'entraide. Donc le bien commun là-dedans, on le voit déjà sur le carbone. Je veux dire, aujourd'hui, ça ne fonctionne que
très mal, on peut le dire, on a quand même un peu de recul maintenant. Est-ce que l'eau, finalement, n'est pas un peu condamnée aux mêmes difficultés sur le moyen long terme, compte tenu de la redistribution des cartes qui s'est accélérée depuis quelques mois, si vous voyez ce que je veux dire? Ouais, une dernière, il n'y en a pas en ligne? Bon, alors, Un peu en Olivier. réaction, enfin en relation avec ça, et puis avec l'importance de la végétation et des sols. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on voit quand même des frémissements, pas d'ailleurs motivés par le cycle de l'eau, mais notamment sur l'agriculture, avec toute l'agroécologie en général et l'agriculture de conservation en particulier, qui, par un maintien de la couverture des sols avec une végétation toute l'année, aura des impacts importants sur le cycle de l'eau à l'avenir, et c'est peut-être et aussi sur le cycle du carbone d'ailleurs, parce que le piégeage du carbone dans les sols agricoles est aussi un des éléments de la solution qui me semble être en train de se développer assez fort. Puis un deuxième commentaire sur les aspects satellitaires et les données hydrométriques. Moi, je constate quand même que, notamment en Afrique, il y a un abandon complet des réseaux de mesure au sol. Et si on a des satellites sans réseau de mesure au sol, on ne sait pas ce qu'on mesure. Et donc, il va falloir quand même se poser la question de comment on arrive à maintenir un minimum de captation de données par mesure directe avant d'aller chercher des technologies de type satellitaire. Oui. Je crois que sur ce point, sur ce dernier point, on n'a pas besoin de rebondir parce que je pense qu'on adhère totalement à ce que tu dis, donc il n'y a pas de souci. Alors, Nino Nia, grandes oscillations. Alors ça, c'est pour Daniel. En fait, bon, les grandes oscillations de la planète, c'est surtout des flux. C'est d'abord des flux d'énergie, hein, le stockage considérable d'énergie dans l'océan. On sait qu'aujourd'hui, 93-94% de l'énergie supplémentaire due au piégeage des gaz à effet de serre se finit par se retrouver dans l'océan. Alors, c'est un phénomène qui est naturel puisque le El Niño, ça existe depuis plusieurs centaines d'années déjà, et c'est toujours au niveau des Philippines à peu près que une énergie se stocke, et puis tous les 4, 7, 8 ans, tout à coup, cette énergie se déverse vers les côtes d'Amérique latine et génère effectivement des pluies dans des zones qui sont d'habitude sèches, qui tout à coup se retrouvent complètement inondées. Et donc, on a ensuite des répercussions en cascade sur l'ensemble du climat de la planète. Alors, enfin, pour moi, évidemment, ça joue sur le cycle de l'eau et la variabilité interannuelle, mais l'expérience montre aussi que c'est très variable d'un El Niño à l'autre. Aujourd'hui, on pense que, par exemple, l'Himalaya va finalement un peu compenser les effets des Niño sur l'Inde. Il faut savoir que au siècle dernier, il y a jusqu'à 40 millions de morts dus à El Niño en Inde et peut-être autant en Chine, on ne sait pas. Donc il y a un excellent livre sur ces questions-là qui a été publié il y a quelques années. Et aujourd'hui, on pense que l'Himalaya va peut-être justement réguler un petit peu avec le changement climatique les extrêmes de la mousson, ce qui n'empêche que les températures, elles, vont augmenter. Oui, donc, enfin, ces grandes oscillations, elles sont connues, elles ne sont pas forcément dues d'ailleurs tout au changement climatique. Et l'eau, ce qui m'impressionne, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore suffisamment combien l'eau, justement, participe de ces régulations des flux d'énergie. Enfin, peut-être qu'on le sait, mais en tout cas, moi, je ne le sais pas. Et je trouve que c'est en tout cas un angle mort dans toutes les questions de changement climatique. Aujourd'hui, je peux en parler, je travaille sur le changement climatique. Oui, tu peux peut-être dire un mot sur Oui, parce que les géos. alors, géo-ingénierie, il faut savoir aussi de quoi on parle, parce que finalement, l'homme a perturbé le fonctionnement de la planète depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense, ne serait-ce qu'en tuant tout un tas de grands herbivores. En fait, on a, bien avant le début de l'Anthropocène officiel, on a commencé à modifier le climat de la planète. Aujourd'hui, on a effectivement des gens on peut dire des apprentis sorciers qui veulent mettre en place des régulations ou des
ou des tentatives de compensation des émissions des conséquences des émissions de gaz à effet de serre, avec des problèmes, c'est qu'on n'a absolument pas d'idée des conséquences que ça peut avoir sur la planète. Mais de l'autre côté, avec les solutions fondées sur la nature, moi je rêve d'une planète où on activerait le recyclage continental, parce que finalement aujourd'hui, on passe de 40 000 kilomètres cubes d'eau bleue à 117 000 kilomètres cubes de pluie sur les continents. Mais si finalement on arrivait à reverdir le Sahara, si ça se trouve, on passerait de 50 000 à 130 000. Parce que l'eau verte et ce cycle de recyclage d'eau verte, il faut bien comprendre qu'il est essentiel aussi pour fabriquer et redistribuer l'eau bleue sur la planète. Donc on pourrait imaginer que des solutions fondées sur la nature aide à aller dans la bonne direction. Je pense en particulier à la Grande Muraille Verte en Afrique. Je pense toujours qu'il faudrait la commencer en Afrique de l'Est et puis essayer d'utiliser le recyclage continental pour essayer de stabiliser une partie de la végétation de toute cette zone sahélienne, qui aurait un impact du coup en retour sur le fonctionnement du cycle de l'eau en Afrique. Alors, je vais peut-être prendre. Tu souhaites intervenir sur le multilatéralisme? Oui, Je un- dirais aussi un mot. un mot prudent là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a une frustration depuis longtemps de la communauté de l'eau, on va dire, de voir que la question de l'eau est insuffisamment intégrée dans les négociations internationales sur le climat. Pour faire extrêmement court, il y a une obsession légitime par ailleurs sur l'atténuation, l'adaptation qui est le sujet de l'eau étant insuffisamment traité. Sur l'ambiance actuelle, nous on essaie d'être des pessimistes actifs, comme aurait dit Edgar Faure dans un autre siècle, mais il y a des contrastes extrêmement forts hein, en fait dans les postures des uns et des autres. Si vous prenez le cas de la Chine, l'un des grands blocs qui s'affrontent aux autres aujourd'hui, les politiques publiques chinoises de l'eau, dans le contexte juridique qui est le leur, sont d'excellentes politiques publiques et font progresser la cause de l'eau. Sur nos sujets, sous le contrôle des spécialistes, et je pense que Christophe dira pas la même chose, mais on va dire le défaut du USAID sur les sujets de la gestion intégrée des ressources en eau, de l'approche par bassin, sont relativement indolores parce qu'ils étaient assez peu présents là-dessus. Tu as cité un exemple qui dit le contraire. Ils étaient Alors voilà. présents sur, Non, mais ils étaient présents sur les questions bien sûr, non mais d'urgence. Enfin, j'évoque très égoïstement le champ sur lequel je me suis exprimé. Oui, alors, Je vais toujours juste sur le multilatéralisme, peut-être, oui. Je vais dire une chose rapidement. J'ai régulièrement au COP climat et cette année, je suis allé pour la première fois à la COP biodiversité. Et alors, c'était incroyable ce qu'on parlait d'eau. Mais partout, il n'y avait pas un endroit où on ne parlait pas d'eau. C'était complètement un contraste incroyable avec la COP climat. Qui a par ailleurs un petit peu accouché d'une souris par ailleurs, mais sur la biodiversité. Oriana? Non, juste très rapidement, c'était pour donner peut-être une note positive sur la situation aujourd'hui géopolitique. C'est très difficile. Le multilatéralisme sous l'eau, c'est toujours été hyper compliqué aussi. Les bassins transfrontaliers, ils ont toujours généré des questions très, très importantes. Mais je veux aussi souligner qu'il y a beaucoup de pays qui ont engagé beaucoup l'année passée sur les sujets de l'eau. Par exemple, ils co-organisent des conférences ONU. Il y avait les One Water Summit aussi. Il y a la France, les Kazakhstan, les Pays-Bas, les Sénégal qui sont tous engagés dans un agenda sur l'eau internationale important. Et aussi, l'un des résultats de la conférence ONU 2023, après 40 ans,
qui était organisé et qui va être organisé dans 2026, c'était aussi la définition d'un special envoy pour l'eau, qui c'est aussi un signal important à niveau international de la nécessité, en fait, de donner l'importance qui doit être donnée à l'eau comme sujet transversal et multi-acteurs qui doit être mis en place à plusieurs échelles. Je vais aller encore plus loin et puis pour conclure, l'eau était le parent pauvre du multilatéralisme, en dehors de l'aspect accès à l'eau potable dans les objectifs du millénaire, des objectifs de 2000, mais sinon, l'eau était absente pour des raisons de souveraineté, de gestion de partage de l'eau. L'eau aujourd'hui progresse en termes de multilatéralisme dans un contexte où d'autres secteurs beaucoup plus multilatéraux régressent parce qu'en fait, ils étaient dans une dépendance très puissante de l'aide américaine. Donc, il y a un seul facteur en fait d'évolution, c'est l'implication et la volonté des États-Unis. Parce que tout le reste, ça a été décrit, ça fonctionne et ça continue à fonctionner. Donc, il y a des alliances, il y a des acteurs qui se constituent. Et donc, si on a fait un peu ces numéros et si on parle de tout ça, c'est qu'on est dans une phase de mobilisation pour ne pas laisser effectivement se créer des reculs sur, comme le disait Gérard, il y a des menaces, mais il y a aussi, et ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a une communauté de pays et une communauté d'acteurs qui ne se laissent pas faire, entre guillemets, qui ne se laissent pas aller dans ce contexte-là. Donc, voilà, donc on est on est plutôt conquérant dans un monde qui est un petit peu en retrait et donc ne nous laissons pas aller. Voilà. Merci à vous. On a, je crois, terminé notre temps. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus présents sur place. Merci à tous les participants en ligne qui sont encore bien nombreux. Merci aux intervenants. Merci à Pierre-Alain Roche qui a activement préparé cette conférence débat.